Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va passer au travers de 3 nouvelles qui concernent l'industrie automobile canadienne, le marché automobile canadien, et aussi plus particulièrement le monde des véhicules électriques ou des véhicules à nouvelle énergie. Parce que dans les derniers jours, 3 grosses nouvelles sont arrivées, même que j'inclus aussi une nouvelle que le gouvernement canadien vient tout juste d'annoncer sur sa stratégie automobile. Présentation du premier ministre canadien qui vient tout juste de se terminer en Ontario. Plus précisément, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui? On va parler de BYD qui aurait déjà pris des démarches assez substantielles pour l'homologation de ses véhicules au Canada suite à l'annonce du retour d'un quota de véhicules électriques assemblés en Chine au Canada. Ensuite, une stratégie industrielle entre le Canada et la Corée du Sud qui nous vient d'un contrat d'achat de sous-marins, mais il y aurait aussi de l'assemblage automobile à l'intérieur de tout ça et la stratégie automobile fédérale que le premier ministre a présentée aujourd'hui, le 5 février. Donc, on va se lancer tout de suite. Ça va être assez intéressant. Première nouvelle que je voulais discuter avec vous, ça provient du site Drive Tesla Canada, qui est, un site web canadien basé à Vancouver qui suit beaucoup l'univers Tesla, mais ce que j'aime beaucoup de ce site-là, c'est qu'ils ne vont jamais hésiter à sortir des nouvelles beaucoup plus larges sur le marché automobile. Et souvent, les nouvelles sont bien montées, donc je vous invite souvent à aller voir leurs nouvelles, pas nécessairement leurs nouvelles Tesla, mais les nouvelles pour le marché automobile canadien en général. Je trouve toujours que c'est bien fait. BYD aurait une longueur d'avance substantielle sur tous les autres constructeurs chinois pour l'arrivée de véhicules électriques chinois au Canada. Pourquoi? Eh bien, c'est super simple, c'est qu'en 2023-2024, BYD travaillait déjà activement pour s'implanter sur le marché nord-américain, même que moi-même, lorsque j'habitais en Ontario, j'ai pu apercevoir un BYD Tang petit VUS électrique avec une plaque Ontario manufacturier. Donc, BYD était déjà en train de travailler à l'homologation, l'élaboration d'une variante pour le marché canadien, nord-américain, peu importe. Et un an plus tard, on connaît le reste de l'histoire, les tarifs sont arrivés, tout ça, et ce projet-là est tombé à l'eau. Mais auprès de Transport Canada, un document qu'on appelle l'annexe G, BYD s'est déjà inscrit au registre de Transport Canada qui leur permet d'importer immédiatement des véhicules au tarif de 6,1 %. Ce que BYD a fait, et je vais vraiment vulgariser ici, c'est qu'ils ont homologué ou certifié ou obtenu autorisation que 2 de leurs usines, soit une usine automobile à Shenzhen et une à, je vais massacrer le mot, Xi'an, on verra, où les véhicules Dolphin, Seal, Auto 3 et Seagull sont assemblés. Puis si on revient, Dolphin, Seal, Auto 3 et Seagull, c'est justement le cœur du marché électrique, de l'offre électrique de BYD. Essentiellement des véhicules qui feraient du sens à être importés au Canada. La BYD Seal, c'est comme l'équivalent de la Model 3 Ioniq 6. Atto 3, c'est un VUS compact. On pourrait penser à Kona EV, Chevrolet Equinox EV. Dolphin et Seagull, véhicules plus sous-compacts, plus petits, mais par exemple qu'une Chevrolet Bolt. Donc ça, c'est intéressant. Lorsqu'on voit ça, on regarde, on dit oui, c'est une offre qui ressemble à ce que le marché canadien serait prêt à accepter. Donc, d'un point de vue réglementaire, BYD ayant des usines déjà certifiées, déjà prêtes avec un certain niveau de paperasse, va permettre pour eux d'entrer directement dans le protocole de certification accélérée. Parce que je ne crois pas que cette annonce ou cette nouvelle dit que les modèles que je vous mentionne sont certifiés au niveau canadien pour les normes de sécurité, mais plutôt l'usine a déjà passé tout le côté bureaucratique pour justement se lancer à l'homologation rapide. Évidemment, c'est là que ça devient flou, on n'a pas cette information-là, mais lorsqu'on regarde dans le registre de l'annexe 3 Transport Canada, il n'y a seulement que BYD qui est inscrit dans les constructeurs chinois. Donc, en dehors de Volvo ou Tesla qui avaient des modèles assemblés en Chine, homologués pour le Canada, qui étaient déjà prêts à partir, que probablement qu'eux, on pèse sur un bouton et on recommence à importer des véhicules, mais des véhicules qui existaient déjà, qu'on connaît, que des consommateurs ont achetés, bien, BYD serait prêt. Aussi d'un point de vue logistique, parce qu'on s'entend, ces véhicules-là proviennent de la Chine, donc il faut traverser l'océan Pacifique. C'est quand même un bon 7-8 000 km de bateau à faire. Bien, BYD a sa propre flotte de navires qu'on appelle roll-on, roll-off. C'est des gros navires cargo où
le devant du bateau ouvre, on entre des véhicules à l'intérieur, on les stationne, on les attache, on traverse l'océan et on arrive par exemple à Vancouver, on ouvre la porte et on débarque ces véhicules-là. Et vous comprenez, le constructeur est intégré verticalement, donc il contrôle directement sa logistique. Donc ça leur donne un avantage incommensurable. Et le défi qui va rester à BYD, si tel est le cas, qu'ils vont vraiment mettre la pédale au plancher pour arriver au Canada, bien, ça va leur prendre un réseau de concessionnaires, de services, une garantie et une image de marque à construire. Nous n'avons pas de nouvelles, il n'y a pas d'annonce, on ne sait pas. Et c'est souvent là où les nouveaux constructeurs se plantent. Pensez à VinFast. VinFast, le produit est moyen, l'offre est moyenne, mais ils ont lancé 25 magasins, ils en ont fermé 20, il en reste juste 5. Là, je paraphrase, ce n'est pas exactement les chiffres exacts, mais c'est toujours difficile de lancer une nouvelle marque. On pourrait aller dans un autre monde, on pourrait penser à Target lorsqu'ils se sont lancés au Canada. Ils se sont plantés royalement. C'est sûr que ce n'est pas dans le monde de l'automobile, mais il y a des risques à ça. Donc, BYD de ce côté-là, probablement travaille à élaborer une stratégie commerciale, à penser à déjà où est-ce qu'on va vendre nos véhicules. Puis là, c'est là qu'ils vont peut-être choisir une stratégie différente. Est-ce que BYD va utiliser le modèle franchisation concessionnaire traditionnel comme la plupart des constructeurs automobiles au Canada ou vont aller plus le modèle direct-to-consumer qu'on verrait comme Polestar, Tesla et autres, Rivian, Lucid et j'en passe. Donc là, ça va être à eux de décider. Et aussi, il va falloir penser au réseau de concessionnaires, au réseau de services. Est-ce qu'on va vouloir adapter un modèle comme Slate, le nouveau petit pick-up américain où on va pouvoir avoir un véhicule qui est open source, qui va être réparé partout, même des réparations garanties, je ne sais pas. Je crois qu'on va avoir un modèle qui est plus copié comme ce que BYD est implanté en France ou en Allemagne. C'est à ce que je pense. Mais je ne pense pas que faire tout ce travail-là va prendre seulement 6 mois. Là. Je pense qu'on parle plutôt d'années. Si on me demanderait, Alexandre, quand est-ce que tu penses qu'on va voir la première BYD rouler au Canada, là, un consommateur l'a acheté? Je m'attends à voir ça plus en 2027-2028 qu'en 2026. Peut-être qu'on pourrait être chanceux et on verrait l'ouverture de la première concession ou magasin BYD au Canada, au Québec ou en Ontario ou en Colombie-Britannique cette année et on livrerait une grappe de véhicules, 5-6 véhicules, puis ça ferait les manchettes. Peut-être. Un stunt publicitaire, par exemple. Mais à grande échelle, à travers le pays, comme un constructeur traditionnel, je n'y crois pas en 2026. Mais c'est super intéressant parce que les autres constructeurs chinois, NIO, Xpeng, Li Auto, tous les autres, même les véhicules Zeekr, même si c'est le groupe Geely, puis certains véhicules Volvo ou Polestar sont homologués, le véhicule qui est sur la même plateforme, qui n'est pas le même, il n'est pas homologué. Donc, il va falloir que Geely, Zeekr, Lynk & Co, Polestar, tous les nouveaux modèles qu'on n'a pas accès soient homologués quand même pour le Canada. Donc ça, c'est la première partie, c'est des nouvelles choses. Évidemment, je vais mettre dans la description l'article de Drive Tesla Canada. Il est en anglais, mais il est navigateur web. Vous pouvez appuyer sur un petit bouton et le traduire en français. Il n'y a pas de problème. Ensuite, deuxième nouvelle. On va parler de la Corée du Sud. La Corée du Sud, un pays asiatique qui est extrêmement industriel. Les Sud-Coréens, l'industrie, c'est comme ils en mangent. Ils produisent des bateaux, des avions, des TV, des électroménagers et des tonnes et des tonnes et des tonnes de véhicules via leurs deux constructeurs, Kia et Hyundai, qui font partie du même groupe, le groupe Hyundai. Essentiellement, le gouvernement canadien est à la recherche d'une compagnie pour produire 12 sous-marins pour parcourir l'Arctique canadien pour défendre la frontière, la souveraineté, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'est pas à plus d'une millage qu'on discute de ça, mais le contexte est important. Lorsqu'on achète des équipements aussi dispendieux et aussi stratégiques comme des sous-marins ou des frégates, souvent ces équipements-là qui sont immenses, complexes, coûtent des milliards de dollars, viennent souvent avec des stratégies industrielles et des gros deals de gouvernement à gouvernement pour l'assemblage, la fabrication et l'entretien de ces machines-là. Dans le cas de la Corée du Sud et du Canada, on voit que plusieurs ententes qui ont été signées dans les dernières semaines où la Corée du Sud et le Canada s'entendent, évidemment si la Corée du Sud remporte le contrat d'achat des sous-marins, que le groupe Hanwha qui construit le sous-marin va s'impliquer dans la production d'acier au Canada, va s'impliquer dans la production d'équipements de télécommunications au Canada pour justement s'assurer que la chaîne d'approvisionnement du dit sous-marin soit plus solide. Et évidemment, ça fait partie du deal. Je vous en donne un. Vous achetez des milliards de dollars de mes équipements, bien nous, on va investir dans votre pays pour avoir une relation amicale et saine. Et au travers de ça, je pense qu'un argument que le Canada a donné au gouvernement de la Corée, c'est qu'on veut aussi
solidifier ou un peu sauver l'industrie automobile canadienne d'assemblage. Et c'est là qu'on voit des nouvelles là, que je vois ici de la presse, mais ça a été rapporté dans plein d'autres médias, où Hyundai potentiellement avait été approché pour assembler des véhicules au Canada. Là, vous allez me dire, ben voyons, Alexandre, ils ont déjà assemblé des véhicules au Québec dans les années 80, ça n'a pas marché, 100% d'accord avec vous. Et à la fin aussi, moi, je suis un peu mal à l'aise à penser, Hyundai va vraiment arriver à investir des milliards de dollars pour assembler des Elantra, des Tucson ou des Ioniq 5, puis d'en vendre quoi? 30 000 par année, juste pour le Canada, parce qu'on s'entend, ils ne seront pas exportés aux États-Unis, ces véhicules-là. Comment ça marche? C'est impossible. Ça fait aucun sens, puis on ne va pas subventionner une industrie comme ça juste pour dire. Donc, j'ai réfléchi à ça et comment que Hyundai, hypothétiquement, parce que tout ça est hypothétique, pourrait s'implanter au Canada. Bien, j'ai réfléchi, puis je vais revenir à le voyage que j'ai fait l'année dernière au Kazakhstan. Hyundai est un très, 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 très gros constructeur là, en termes de vente au Kazakhstan. Il y a des Hyundai partout. Et en grattant, j'ai découvert que Hyundai assemble des véhicules au Kazakhstan dans une usine quand même petite, 50 000 véhicules par année. Ils assemblent des Elantra, des Tucson et autres modèles commerciaux des fourgons. Au Kazakhstan, un pays de 17-20 millions d'habitants, insulaire, landlocked, comme on dit, là, enclavé. Parce que, évidemment, le Kazakhstan n'a peut-être pas d'accord de libre-échange avec tout le monde, puis il y a des implications de tarifs, puis des politiques. Et il assemble des véhicules qui se vendent là-bas. Donc, je reprends ce concept-là et cette idée-là et je me dis, bien, il n'y a rien qui empêche Hyundai d'arriver, d'ouvrir une usine de taille moyenne, pas aussi grosse que ce que Toyota ou Honda a au Canada, et d'en faire une genre de dark factory, comme Gabriel vous a déjà parlé, une usine hautement automatisée avec beaucoup de robots. Même quand on dit dark factory, c'est que les lumières sont fermées dans certaines sections de l'usine parce que tu n'as pas besoin d'avoir des lumières. Et on pourrait assembler des véhicules qu'on connaît déjà, qui se vendent bien au Canada. Et de par la haute automatisation de cette installation-là, le fait qu'elle produirait moins de véhicules, ça resterait un programme qui serait rentable. Tout ça est de la pure spéculation, mais je reprends des éléments qui se passent dans d'autres pays du monde. Au Kazakhstan, la main-d'œuvre ne coûte rien. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un procédé qui est super automatisé de par les vidéos que j'ai vues là, du groupe Hyundai au Kazakhstan, mais c'est un exemple que je vous donne, mon expérience personnelle et mon expertise là, qui dit ça, mais ça serait tout à fait possible puisque lorsqu'on regarde là, loin dans le futur, le marché automobile canadien avec la situation actuelle, selon moi et Gabriel, va changer. Et je crois que les manufacturiers japonais et coréens vont être largement avantagés et aussi incités à augmenter leur présence au Canada. Toyota produit 550 000 véhicules au Canada, Honda 400 000. Ça, c'est presque 1 million de véhicules à deux constructeurs. Puis les Américains, ils font le reste. Genre 200-300 000 véhicules, les trois ensemble. Ces véhicules-là, 75 à 90 sont exportés aux États-Unis. Il y a un tarif, ça ne changera pas de sitôt. Donc, il y a une pression sur ces constructeurs-là. Moi, je crois qu'avec le temps, la composition des modèles qui sont assemblés dans ces usines-là vont changer pour mieux servir le marché canadien, pour justement essayer de pousser ces véhicules-là dans le marché canadien. Hyundai pourrait faire la même chose, ou ça serait Kia qui arriverait au Canada, peu importe. Et peut-être que dans 5 à 10 ans, l'offre automobile au Canada va être tout à fait différente. Malheureusement, elle va peut-être être moins diversifiée d'un point de vue des marques américaines, Ford, GM, Stellantis, Tesla aussi. Et quand on va regarder ce qui s'offre du côté asiatique, sud-coréen et européen, on va avoir une offre qui va être différente. Donc ça va être à voir, parce qu'en réalité, peut-être que les usines canadiennes vont diminuer la proportion de véhicules qui sont exportés, augmenter la proportion du véhicule qui sont sur le marché canadien. L'offre de véhicules, les modèles, le prix au Canada va faire en sorte que si on sort 300 000 véhicules américains du marché parce qu'ils ne sont plus abordables, bien, ces constructeurs-là qui assemblent des véhicules au Canada ou au Japon ou en Europe, bien, ils vont pouvoir prendre ces parts de marché-là, vase communicants. Donc ça va être quelque chose qui va être à suivre de façon très, très attentive par nous, moi et Gabriel, et par vous aussi. On va vous tenir au courant. Évidemment, tout ce que je vous dis est hypothétique, mais oui, Hyundai a été approché. Oui, les constructeurs coréens ont été approchés. Et ça va être à suivre. Ensuite, troisième élément maintenant, la stratégie automobile fédérale que le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui. Ça fait 1 heure que ça a été annoncé. Et là, je vais juste y aller en point de forme. Là. Les enjeux majeurs, c'est que 90 des véhicules et 60 des pièces sont exportés aux États-Unis. Il y a un tarif de 25 là-dessus. Donc, à long terme, ce n'est plus rentable, ça ne fonctionne pas.
L'industrie automobile en Ontario, c'est immense pour le produit intérieur brut de cette province-là. Et lorsqu'on regarde ça là, à l'échelle nationale, à l'échelle du pays, c'est plus de 1 % du PIB. 1 % du PIB, c'est pas négligeable. Juste les 3 usines de Toyota au Canada, c'est 1 % du PIB. N'oubliez jamais la phrase un peu débile statistique de hockey qu'on dit que le Toyota RAV4 est le produit de consommation de construction canadienne qui est le plus exporté. Parce qu'en réalité, c'est pas du pétrole, c'est pas des ressources naturelles, c'est pas de l'électricité. C'est un produit net, c'est pas un jet privé. Le RAV4, c'est comme la plus grosse exportation de produits que monsieur, madame, tout le monde peut acheter, qui est fabriqué au Canada. Donc, le gouvernement canadien prend un peu le taureau par les cornes par des mécanismes incitatifs de taxation, d'imposition et de subvention pour justement mousser l'avantage qu'un constructeur, qu'il soit asiatique, européen, sud-coréen ou même américain, de renforcer sa grappe manufacturière au Canada. Essentiellement, beaucoup de crédits d'impôt, de crédits de taxation et d'incitatifs qui seraient en marche dès maintenant pour justement favoriser, par exemple, un constructeur X voudrait automatiser une partie de sa ligne de production. Vous n'avez pas besoin de payer d'impôts et ça va favoriser l'investissement de ce constructeur-là. Ouvrir la porte à, mettons, un Hyundai qui arriverait pour faire de l'assemblage au Canada ou un BYD qui dit « OK, on va faire une co-entreprise avec constructeur X, on arrive, le gouvernement canadien va essentiellement leur dire ben, « Vous ne payez pas d'impôts, faites juste investir, puis on part. » Ça, c'est une stratégie qui a été vue dans plein de pays du monde. On pourrait penser à l'Irlande où il n'y a quasiment pas de taxes pour les entreprises et l'économie a explosé. C'est pas ça que je pense qui va arriver. Mais c'est un peu là, dans une petite bulle qui est l'industrie automobile canadienne, ce que le gouvernement canadien veut faire. Il y a un autre volet à ça. On voit aussi, puis le gouvernement canadien l'a annoncé, il va probablement avoir un retour de la subvention fédérale de 5 000 $ par véhicule électrique. Les véhicules chinois ne seraient pas admissibles parce que ça serait seulement avec les pays qu'on a des accords de libre-échange. On a jusqu'à maintenant un accord de libre-échange avec les États-Unis, ça pourrait changer. Nous avons un accord de libre-échange avec le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne. Donc, on pourrait penser, supposons qu'on tasse la Chine et les États-Unis, puis on aurait le Mexique aussi, le Mexique compterait là-dedans. Donc, Mexique, Union européenne, Corée du Sud, Japon, ces pays-là pourraient importer des véhicules électriques sans tarif, ce qui est déjà le cas, et avoir accès à ce 5 000 $ par véhicule. Évidemment, un véhicule électrique ou hybride branchable assemblé au Canada, bien évidemment, il a la subvention. Donc ça va être à voir. Moi, je ne suis pas friand des subventions aux consommateurs parce que tout ce que ça fait, c'est que ça augmente artificiellement le prix des véhicules. On sait maintenant que la limite est fixée à 50 000 $, beaucoup trop haut. En réalité, moi, je crois que cette subvention-là n'aurait dû pas exister. On aurait dû garder tout le reste, mais bon, ça, des fois, on n'embarque pas dans la politique. Aussi, changement majeur sur la législation autour des cibles à atteindre pour les véhicules électriques. Le gouvernement canadien va juste scraper, dans le fond, la norme pour les véhicules électriques abordables, zéro émission, tout ça, là, l'abolition de la norme d'abordabilité, de flexibilité. Essentiellement, ça disait 2035, 90 % des voitures devaient être électriques, blablabla. On va aller dans un régime qui est différent où on va y aller par la flotte globale canadienne va devoir respecter des normes anti-pollution X, que ce soit en CO2 émis par kilomètre et j'en passe, qui vont représenter un équivalent de 75 % de véhicules électriques vendus au Canada en 2035. Et là, regardez mes guillemets. En équivalent, on pourrait penser que des véhicules thermiques hybrides ultra avancés qui font presque pas de CO2 par kilomètre seraient 100 % éligibles et compteraient à 100 % dans cette nouvelle norme. Donc, le constructeur n'aurait aucune restriction à vendre ce véhicule-là au Canada. Ça se voit dans d'autres pays du monde. L'Union européenne, longtemps, avait un système comme ça l'a changé. Le gouvernement, son argument, c'est que c'est plus pragmatique et c'est beaucoup plus axé sur des résultats que sur de l'idéologie. Écoutez, on ne fait pas de politique à plus de millage, je vous livre l'information. Et ensuite aussi, le gouvernement canadien rappelle qu'ils sont en train de développer des nouveaux partenariats avec la Corée du Sud, on pense à Hyundai, Kia, et la Chine, BYD, toutes les autres. Mais évidemment, la Chine n'ayant pas d'accord de libre-échange entre nos deux pays, ça va être l'importation sous quota avec le tarif de 6 % et on verra pour la suite. Parce qu'évidemment, en Chine, l'industrie automobile qui est privée est largement contrôlée par le gouvernement central et extrêmement subventionnée. Le gouvernement chinois veut que la production automobile de véhicules électriques soit à la pine, à la planche, le pied au plancher pour exporter le plus de ces véhicules-là parce que leur marché interne commence à stagner. Il y a une diminution de la population en Chine qu'on va voir sur les 50 prochaines années assez drastique
bien, il faut que l'économie continue de tourner. Donc, on dump, terme anglais économique, des véhicules à travers le monde. Donc, ça fait partie de ça et ça fait aussi partie de pourquoi il y a un tarif. Donc, c'est une grosse transformation qui s'en vient. J'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va arriver. C'est sûr que lorsqu'on prend un pas de recul puis on regarde ce que Toyota et Honda font au Canada, c'est des industries, c'est des entreprises extrêmement bien implantées. C'est des divisions entièrement gérées au Canada, à Toyota Motor Manufacturing et Honda Motor Manufacturing, c'est des compagnies canadiennes. Oui, c'est des compagnies japonaises qui possèdent ces entités-là, mais à la fin, ça, c'est des compagnies canadiennes, des gens qui sont canadiens. Je veux dire, on parle avec ces gens-là et c'est des Canadiens. Je veux dire, notre expertise d'assemblage automobile, c'est la nôtre, c'est pas celle des autres. Ça, c'est super important à mentionner. Oui, nous n'avons jamais développé de véhicule presque. Oui, nous ne développons pas de véhicule. Et d'un point de vue là, de la chaîne d'approvisionnement pour assembler un véhicule, nous sommes extrêmement durs à battre. Même l'exemple que je donne toujours, le premier véhicule Lexus avec les normes Lexus les plus élevées de la planète, le premier pays qui a été choisi pour faire ça, c'est le Canada parce que nous étions les meilleurs et on continue de l'être dans l'assemblage de véhicules. Super important de mentionner ça. Donc, ça va être à suivre. C'est 3 grosses nouvelles. Je vais vous inviter à aller lire les liens que je vais vous soumettre. S'il y a un lien en anglais, évidemment, je vous invite à le traduire. Mais sinon, je pense que je vais en avoir 2 sur 3 qui vont être en français. Des grosses choses qui s'en viennent. Changement, c'est sûr que c'est quand même 500 000 emplois là, qui sont en jeu. J'espère tout de même et je crois que Honda et Toyota sont assez solides au Canada qu'ils vont continuer d'opérer ici avec eux autres, c'est presque 20 000 employés qu'ils ont en Ontario. Ils vont trouver un moyen de diversifier ce qu'ils font et de s'adapter à la nouvelle réalité. Et on verra bien, puis évidemment, si on annonce peut-être dans un an qu'il va y avoir une usine d'assemblage de Hyundai au Canada, ça serait une première en 30-40 ans qu'un nouveau constructeur s'implante au Canada. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé ces petites nouvelles en rafale. N'hésitez pas à vous abonner à Plus de Millage, nous laisser un like ou même s'abonner à la chaîne, là, se joindre essentiellement à contribution mensuelle, là, pas trop élevée, et ça vous permet de voir des vidéos comme celui-ci à l'avance avant qu'il soit rendu public. Sur ce, on se laisse là-dessus.